Donc, on a vu nombreuses stratégies d'entreprises mutualistes, coopératives pour la création d'emplois. Mais je serais tenté de dire, et c'est la question qu'on va poser maintenant, à travers quel modèle? Point d'interrogation. Nouvelle organisation du travail. Comment le monde mutualiste peut profiter de ces innovations? Comment répondre surtout à ce qu'on pourrait appeler la dictature grandissante du client avec cette digitalisation galopante? Donc autant de défis à relever, mais aussi autant d'opportunités. Alors, nos intervenants, je commence comme tout à l'heure par la proximité du pupitre. Frédéric Mazella, je ne présente plus, président fondateur de Blablacar, première communauté mondiale de covoiturage longue distance. Frédéric, vous avez été élève au lycée Henri IV, vous avez été reçu à l'école normale supérieure, puis à Stanford en travaillant pour la NASA. On voit le parcours. Déjà, Blablacar n'existait pas encore, puisque l'idée vous est venue un jour, je crois, entre Rouen et Paris. Mais ça, on ne va pas refaire l'histoire. Et vous êtes redescendu sur Terre, en tout cas pour créer une pépite qui n'a rien d'une mutuelle, quoique, et c'est ce que nous allons voir. Charles-Édouard Vincent, créateur de l'association Lulu dans ma rue, vous allez nous dire tout à l'heure nous rappeler un petit peu le concept très intéressant. Alors des petits services de conciergerie de quartier qui remettent beaucoup de monde sur les rails de la vie. Il y a Emmaüs Défi également, Lulu dans ma rue, ce sont des business models très puissants et la digitalisation avant l'heure, vous la connaissez pour avoir été cadre dirigeant chez l'éditeur de logiciels SAP, si je ne m'abuse. Donc après Stanford également, Polytechnique, Ponts et Chaussées, etc., etc. Nicolas Terry, président du Crédit Mutuel, toujours entre 2 trains et 3 avions. Vous arrivez de Strasbourg, vous repartez juste après, d'ailleurs on vous excusera puisque vous devez nous quitter vers 17h15, c'est ça ? 16h45. Bon, alors on va faire en sorte que ce soit possible. Alors, l'extravagant Monsieur Terry, titré Les Échos il y a presque un an, lors de votre arrivée à la tête de la Confédération du Crédit Mutuel, énarque, ancien conseiller de Dominique Strauss-Kahn à Bercy, vous êtes aujourd'hui à la tête d'un empire de 80 000 salariés, 30 millions de clients. Arnaud Jacquilla, qui est directeur général d'Associés en Finance. Associés en Finance, c'est spécialisé dans l'évaluation financière, le conseil financier, l'analyse et l'étude des marchés financiers, leader du conseil stratégique. Et cet amphithéâtre doit vous rappeler quelque chose pour y avoir écouté, entendu et même quelques formations très précieuses. Et puis Dominique Régnier, qui est au centre de cette table, directeur général de la Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique. Alors clairement, think tank libéral, progressiste, européen. Et on peut lire notamment dans une réédition votre livre couronné du prix politique 2012, Les nouveaux populismes, c'est chez Fayard, et c'est pour le moins d'actualité en cette période électorale. Arnaud Jacquilla, je disais donc, vous faites de l'évaluation, vous venez même d'ailleurs vous-même de la banque d'affaires. En bon financier, vous savez ce qu'est la dictature du client que j'évoquais tout à l'heure, et puis vous avez regardé surtout quelques études pour nous parler du sujet. Alors des études qui portent sur la dynamique des entreprises face à la dématérialisation, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors la règle du jeu, pour chacun, 7 minutes, je vais essayer de ne pas trop vous interrompre. Et après on débat. Arnaud, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Tout d'abord, je voulais remercier Olivier Pastré d'organiser ces assises et de me permettre d'intervenir aujourd'hui. Comme ça a été dit en introduction, notre table ronde suggère que la dictature du client est aujourd'hui la base de tout commerce. Je dirais, nous, chez Associés en Finance, on fait de l'évaluation. Donc j'ai cherché aujourd'hui à objectiver un peu ces données et à pouvoir vous donner quelques études ou quelques chiffres sur la relation entre performance, digitalisation, performance, jeunesse, performance et progrès. Donc, autrefois, on disait le client est roi. Bon, mais ça, c'est l'ancien régime. Aujourd'hui, on dit le client est un dictateur. D'où cela vient et comment se fait-il? Alors, beaucoup d'entre vous connaissent cet acronyme, mais le client est devenu un dictateur à cause de l'ATAWAD. L'ATAWAD, certains le savent, c'est Anytime, Anywhere, Any Content, Any Device. Donc Anytime, vous le savez, ça veut dire n'importe où, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, je veux pouvoir être connecté. Anywhere, c'est en tout lieu, et Any Device implique que ce contenu soit disponible sur mon smartphone, mon iPad, mon ordinateur, etc. Donc voilà d'où vient en fait cette dictature du client. Elle vient de cette ATAWAD, c'est-à-dire la permanence, c'est-à-dire la capacité de répondre immédiatement à la demande du client. Je pense évidemment que le monde du mutualisme est soumis ou le sera bientôt à cette ATAWAD.
et j'ai essayé de vous donner quelques pistes de réflexion entre performance et immédiateté, performance et digitalisation. Ça, c'est le premier angle. Donc, c'est comment attirer les jeunes clients, les jeunes Atawad vers vous. Le deuxième angle, c'est comment attirer ces Atawad en tant qu'employés. On a eu une très bonne question tout à l'heure, c'est est-ce qu'on se fait bien entendre lorsqu'on est un jeune employé dans une entreprise financière, dans une entreprise d'assurance. Donc, vous le savez, les jeunes aujourd'hui, ils ne sont plus que à la recherche du profit, ils ne sont plus que à la recherche de l'argent. Ce n'est plus le profit ou valeur, mais c'est profit et valeur, c'est performance et sens. Donc il est important que les entreprises mutualistes, mais aussi les autres, leur donnent ces deux approches, ces deux réponses. Je vous donne à la fois un métier, mais je donne dans ce métier de la valeur. Alors, je voudrais vous donner 3 angles de lecture de ces performances. La première est issue d'une enquête qui a été réalisée par Capgemini et le MIT il y a quelque temps sur le lien entre performance et digitalisation. La deuxième est essayer de comprendre le lien entre performance et attractivité des entreprises auprès des jeunes. Et la troisième, un peu plus humoristique, est d'essayer de voir s'il y a un lien entre performance boursière, cette fois-ci, parce qu'il n'y a pas d'analyse autre que boursière, et l'âge moyen des comités, des COMEX dans les entreprises. Et vous verrez, on n'est pas au bout de nos surprises. Alors, que dit l'étude de CAP et du MIT ? Bien évidemment que les entreprises les plus digitales performent le mieux. Et la surperformance est significative, puisqu'elle est de plus de 25%. Je vous donnerai quelques chiffres précis tout à l'heure. Comment a été construite l'enquête ? Elle a été construite sous 2 arbres. Le premier, c'est celui de l'investissement. Donc l'étude analyse la quantité, le quantum d'investissements qui ont été réalisés par les entreprises dans les nouvelles technologies, dans la digitalisation. Ça, c'est relativement simple. La seconde est un peu plus complexe et elle est intéressante par rapport à la question de gouvernance que dans le monde mutualiste. Elle est quelle intensité de leadership digital à l'entreprise, c'est-à-dire comment est-ce que le chef d'entreprise, comment est-ce que le management accepte l'innovation? Est-ce qu'il en est le leader? Est-ce que c'est du bottom-up? Est-ce que c'est du top-down? Est-ce qu'il organise sa gouvernance de telle manière que, de la base, on puisse faire prendre des décisions sur des choix digitaux relativement rapidement? Est-ce qu'il organise son entreprise de telle manière que les décisions puissent être transversales et non pas simplement dans les silos? Voilà comment a été construite l'enquête. Alors, l'enquête a abouti à 4 profils, et j'espère que vous vous reconnaîtrez dans l'un d'entre eux. Le premier profil, ce sont les digirati. Donc, évidemment, c'est l'élite de l'entreprise, digitale en tout cas, c'est-à-dire ceux qui ont à la fois investi dans le digital, mais qui ont aussi trouvé la vision pour créer de la valeur avec cet investissement. Le second, et vous allez reconnaître certaines entreprises, malheureusement, ce sont les fashionistas. Les fashionistas, la définition est dans le nom, ce sont ceux des chefs d'entreprise qui veulent être dans la mode, qui veulent être dans la tendance, qui donc font des tentatives, investissent de ci, de là dans le domaine digital, mais n'ont pas encore trouvé de vision, n'ont pas encore trouvé de moyens de valoriser cet investissement. Le troisième, ce sont les conservateurs, qui ont une vision, mais qui n'ont pas investi. Et enfin, le dernier, ce sont les débutants. Alors, quels sont les grands enseignements de cette enquête ? La première, c'est que les entreprises les plus digitalisées surperforment leurs peers, dans leur secteur d'activité, leurs compétiteurs, de plus de 9% en termes de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que sur un panel de 100 entreprises du secteur, peu importe lequel, celui qui est plus digitalisé fait 9% de plus. À l'opposé, on a les conservateurs qui font 10% de moins. S'agissant du critère de profitabilité, les résultats sont encore plus frappants. Les digirati ont une profitabilité de 26% supérieure aux autres. Les débutants de 24% de moins. Là, les conservateurs s'en sortent mieux, ils sont à plus 9, alors que les fashionistas sont à moins 11, ce qui est finalement assez cohérent. Et enfin, ce n'est pas tout à fait pour notre monde, mais je vous donne quand même les chiffres. S'agissant des entreprises cotées, les performances boursières, les digirati font plus 12%, les fashionistas à moins 12, et là encore, les conservateurs s'en sortent mieux puisqu'ils sont à plus 9, alors que les débutants sont à moins 7. Bon, ça tombe bien parce que dans l'enquête, dans l'analyse, les assureurs sont des conservateurs, ou plutôt perçus comme des conservateurs. Alors pourquoi ? En réalité, on s'aperçoit que les conservateurs ont une vision, peuvent en avoir une, les chefs d'entreprise ont développé une vision de comment utiliser le digital, qu'est-ce qu'ils seront dans 10 ou 15 ans, mais ils n'ont pas encore réalisé, fait les investissements ou trouvé la clé pour transformer cette vision. Donc certains disent que, et c'est ce que montre l'analyse, que finalement c'est une forme d'aversion au risque,
alors je ne voudrais pas référer à la table ronde précédente, mais on l'a bien entendu, ou parfois les contraintes réglementaires qui les empêchent de progresser dans l'investissement. Je vous laisse juger, je ne suis pas assez spécialiste pour juger sur ce point. On se donne encore 2 petites minutes. Alors je vais aller très vite. Deuxième point, les ATAWAD en tant que futurs employés. Alors là, c'est très très clair. Les jeunes et l'attractivité de l'entreprise, les performances sont extrêmement différenciées. Les entreprises qui attirent le plus les jeunes ont une performance sur 20 ans de 280% et une performance sur 10 ans de 126%, alors que celles qui les attirent moins ont une performance sur 20 ans de 110 et une performance sur 10 ans de moins 40. Donc vous voyez qu'en fait, les résultats, je dirais, objectivés, chiffrés, entre l'attraction et la performance, entre la digitalisation et la performance, sont très très majeurs. Et je conclurai en disant que si on essaye d'appliquer ces données au monde coopératif et mutualiste, en fait, on a donc des jeunes qui cherchent à la fois de la valeur et du sens, et à la fois de la performance. Et donc, pour lier les deux, il semble d'autant plus important que le monde mutualiste que vous représentez évolue du conservateur vers le digérati, car les jeunes savent que leur meilleure chance dans leur, on n'aime pas le long parcours professionnel, mais quand même, dans leur évolution, c'est d'aller vers des entreprises qui favorisent leur employabilité. Et ils ont le sentiment que leur employabilité sera meilleure s'ils entrent dans une entreprise digitale. Je vous remercie. Merci Arnaud Jacquilla. Alors, une étude et un regard très précieux pour le débat qui va suivre, parce qu'on a vraiment là tous les éléments de ce débat et toutes les données. Alors Frédéric Mazella, donc président fondateur de Blablacar, je ne vais pas rappeler l'origine de la saga. Vous êtes aujourd'hui le symbole justement de ces nouvelles poches de consommation et puis de l'intermédiation finalement entre le client et celui qui va le transporter. Vous allez nous expliquer ça. Le client est un dictateur pour vous aujourd'hui. Est-ce qu'il est vraiment le dictateur que l'on présente avec cette digitalisation galopante, toujours plus demandeur de services, toujours plus rapide? Quel est votre regard sur cette question? Alors, je pense qu'on a beaucoup de chance parce qu'on est dans une période où la technologie nous permet justement de faire des retours instantanés et transparents en masse. Donc en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les clients, alors on peut appeler ça des clients, nous on appelle ça des membres, parce que chez nous on a 40 millions de membres qui utilisent Blablacar, eh bien ils peuvent donner leur avis en temps réel, et ces avis-là aident à l'amélioration de tout, des relations entre les gens, de la ponctualité, de la manière de conduire. Donc en fait, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Enfin, il y a tout un mouvement, on va dire, de transparence qui est lié aux nouvelles technologies, beaucoup plus rapide, beaucoup plus accessible, et puis avec des moyens de diffusion de l'information qui sont beaucoup plus grands qu'avant. Et je pense qu'on va vraiment dans une direction où cette transparence-là, non seulement elle se voit un petit peu partout, non seulement dans la gestion des entreprises et de la politique, mais aussi dans les interactions entre les gens. Donc en fait, c'est une approche plus communautaire que clientéliste finalement. Exactement. Moi je trouve que c'est plutôt positif que tout le monde puisse donner son avis et que ça aide tout le monde à avoir des meilleures interactions entre eux. Alors, comment ça se passe à l'interne? On va rentrer dans la cuisine. Un peu paradoxalement en termes d'emploi, Blablacar, ce n'est pas l'ubérisation du secteur. Vous n'embauchez pas de chauffeurs finalement. Donc là, on peut pas comparer les deux systèmes. Comment ça se passe à l'interne? Quels emplois recherchez-vous, par exemple? Est-ce que vous recherchez aujourd'hui de nouvelles sources d'emploi? D'abord, sur le premier point, qui est ce qu'on optimise vraiment et pourquoi on existe en fait. Donc, surtout au point de vue macroéconomique, c'est intéressant de regarder les coûts qu'on optimise. Alors, ça fait toujours un petit peu peur, mais il y a une voiture à l'année, ça coûte à peu près 5 500 € d'entretien quand vous comptez, en tout, quand vous comptez l'essence, le péage, la dépréciation du véhicule, dépréciation annuelle. Vous achetez un véhicule 20 000 €, vous le revendez 10 000, vous avez perdu plusieurs milliers d'euros par an. L'assurance, le parking, la réparation, vous mettez tout ça bout à bout, c'est 5 500 € par an. En France, on a 38 millions de véhicules. Vous faites 38 millions x 5 500, vous tombez sur à peu près 200 milliards. Donc en fait, déjà, entretenir tout le parc de voitures, ça nous coûte à peu près 200 milliards. Ensuite, on regarde l'usage qu'on en fait, et là, on pleure. Parce qu'en fait, les voitures passent 96% de leur temps arrêté, 0,5% de leur temps dans les bouchons, 0,7% de leur temps à chercher une place de parking pour se garer,
Et il reste 2,8% du temps où effectivement la voiture va d'un point A à un point B, c'est pourquoi on l'a conçue initialement, mais seulement quand elle roule, c'est-à-dire moins de 3% du temps, eh bien 3 fois sur 4, il n'y a qu'un conducteur à bord et donc il y a 3 places libres. Équation difficile. Voilà, donc en fait la réalité c'est que le parc automobile aujourd'hui on l'utilise à un quart de 2,7% et qu'il nous coûte 200 milliards par an, c'est-à-dire 10% du PIB. Donc ça c'est l'utilisation rationnelle du parc automobile que notre société fait aujourd'hui. Vous prenez en comparaison tous les autres moyens de transport qui vont être le bus, l'avion, le train. Les bus, les avions et les trains volent ou roulent 50 à 80% du temps. Pourquoi ? Parce que les flottes appartiennent à des entreprises avec des directeurs financiers qui regardent de très très près les résultats et qui essayent d'optimiser l'utilisation de leurs assets. Ce n'est pas du tout le cas pour les voitures particulières dont on fait une sous-utilisation absolument massive. Et donc nous, tout ce qu'on fait, c'est qu'on apporte une solution qui permet une optimisation d'un parc totalement sous-utilisé. Parce qu'en plus, j'ai oublié d'ajouter que les voitures occupent 9 à 18% de la surface urbaine pour se garer, parce qu'il faut bien les mettre quelque part, et qu'on perd plus de 50 heures par an dans les bouchons, donc c'est autant de temps pendant lequel on ne travaille pas. Vous avez rencontré récemment Anne Hidalgo ? Non, enfin, ouais, ça fait 10 ans qu'on discute avec la mairie de Paris pour voir ce qu'on peut faire, mais... donc voilà, donc pourquoi est-ce qu'on existe ? C'est tout simplement parce qu'aujourd'hui c'est possible grâce aux nouvelles technologies d'offrir une manière à tout le monde de faire une meilleure utilisation, enfin une utilisation un peu plus rationnelle des voitures. Donc nous ce qu'on fait c'est partager l'utilisation et vous voyez qu'on a un vivier de possibilités qui est absolument énorme quand on voit ces chiffres. On comprend pourquoi à peine on gratte la surface de l'optimisation de l'utilisation de la voiture sur un budget de 10% du PIB, tout de suite ça décolle et ça fait des miracles. C'est parce qu'on s'attaque à une problématique qui est vraiment gigantesque. Alors ensuite, sur ce qui est les emplois dont on a besoin pour créer ça, on est une société du même type que beaucoup de plateformes dont on peut parler. Donc beaucoup de ces plateformes sont américaines, mais c'est des entreprises digitales. Donc les métiers qu'on recherche, ce sont des métiers du digital, donc ça va être évidemment savoir coder et puis administrer des centaines de serveurs, mais aussi évidemment les architecturer et aussi faire du online marketing et aussi faire de la communication massive sur des millions de membres dans une communauté. Donc voilà, ce sont des métiers qui n'existaient pas il y a 4-5 ans. Donc là, on les crée, ces métiers-là. Voilà, vous êtes créateur de métiers, vous êtes créateur de services. Donc ça, pour l'emploi, c'est vachement positif. Voilà, non seulement on crée des emplois en numéraire, on va dire, mais on crée aussi des nouveaux emplois, des emplois d'un nouveau type. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est dans une révolution industrielle. Alors, on a eu la vapeur, on a eu l'électricité, aujourd'hui, on est dans le digital. Ce qui se passe, c'est que malheureusement, on a pris un petit peu de retard déjà par rapport aux Américains. Quand vous regardez les plateformes, vous avez des plateformes évidemment dans tous les domaines, vous avez des plateformes de partage de connaissances de type Wikipédia ou bien tous les MOOC, les Coursera, les Udemy. Vous avez des plateformes de partage de réseaux qui vont être des Facebook ou des LinkedIn. Vous avez les plateformes de partage de contenu qui vont être, alors initialement ça avait commencé par Napster, puis maintenant c'est des Spotify, Deezer, Dropbox, Netflix, tous ces gens-là qui permettent de partager des contenus. Vous avez des plateformes de partage d'argent avec du crowdfunding et du crowdlending, donc des Kickstarter, des Lending Club, Funding Circle, ces genres de plateformes-là qui permettent de mieux partager l'argent. C'est une grande famille. En plus, après vous avez des plateformes de partage des biens, type Airbnb pour les appartements, ou Drivey ou Blablacar pour la location de voitures en temps particulier ou pour le covoiturage comme on le fait nous. Et ensuite, vous avez des plateformes de partage pour les freelances, donc ça va être du temps et des compétences qui sont partagées. Et donc, vous allez trouver des plateformes comme Upwork ou Thumbtack sur lesquelles vous allez pouvoir louer un graphic designer ou une femme de ménage ou un photographe pour 2 heures ou 3 jours ou plus. Et vous avez aussi des plateformes de freelancing de type Uber où vous allez pouvoir avoir un chauffeur pour 30 minutes. Mais vous, à l'interne, comment ça se passe ? En fait, tout ça, c'est basé sur les mêmes 3 technologies qui sont connectivité, base de données, moteur de recherche. Vous avez ces 3 technologies-là qui permettent à toutes ces plateformes d'exister. Vous avez remarqué que dans les noms de services que je vous ai cités, 80% sont américains. 80% sont américains. Ils ont pris une avance absolument colossale. Inutile de dire que dans 5 à 10 ans, ceux qui vont être capables de compter à l'échelle internationale en termes de pays sont les pays qui auront complètement maîtrisé ces nouvelles technologies. Donc nous, on est une plateforme parmi d'autres, mais on a eu la chance d'être dans les 20% de plateformes qui ne sont pas américaines, puisqu'on est né à Paris.
Et donc, on se développe et on crée les métiers du futur. On crée des métiers qui n'existent pas encore, du moins pas suffisamment encore en nombre en France. Donc vous ne trouvez pas les gens sur le marché du travail? C'est assez compliqué, c'est-à-dire que nous, on recrute, alors la moyenne d'âge chez nous, c'est 29 ans, on recrute beaucoup de jeunes qui apprennent le métier en même temps. De toute manière, ce qui se passe, c'est que... C'est un peu inquiétant, finalement. Non? Les enfin, compétences... c'est bien parce que vous créez, mais bon... Voilà, mais pour faire des nouveaux métiers, quand vous avez quelqu'un qui a 28, 30 ans, et quelqu'un qui en a malheureusement 45 ou 50 et qu'il n'y en a pas un des deux qui en sait plus que l'autre sur ce qu'il y a à faire, vous faites quoi quand il y en a un qui est 3 fois plus cher que l'autre? C'est aussi basique que ça. Vous avez 2 personnes dont il n'y en a aucun qui sait faire, il faut parier sur le potentiel de la personne et il y en a un qui est 2-3 fois moins cher que l'autre. Ça va assez vite. Donc vous formez vous-même vos équipes. Et donc nous-mêmes, on apprend et on se forme entre nous. Donc on fait beaucoup nous-mêmes de formation en interne pour justement faire en sorte que les connaissances grandissent plus vite et qu'on ne réinvente pas la roue. Mais il n'empêche qu'on débroussaille pas mal sur les nouveaux métiers. Alors évidemment, on regarde énormément ce qui se fait, notamment aux États-Unis, parce que eux, pour le coup, ça fait 15 ans qu'ils créent des plateformes comme ça. Et là, ils ont beaucoup de métiers, ils ont beaucoup de gens qui savent faire ces métiers-là. Le résultat, c'est que la Silicon Valley, vous regardez les salaires, ils explosent. C'est complètement dingue. Vous savez faire du code en Silicon Valley, vous avez 27-28 ans, vous avez des salaires entre 160 et 250 000 euros, voilà, pour un développeur. Il faut quand même se rendre compte de ce qui se passe. C'est complètement fou. Pourquoi? Parce que c'est de la valeur qui est créée pour les décennies qui viennent. Et il y a des investisseurs qui sont prêts à mettre énormément d'argent pour justement créer cette valeur du futur avec les bonnes ressources. Donc les gens qui savent faire sont extrêmement bien payés. Mais nous, on a un petit décalage, un petit retard à l'allumage sur ces métiers-là et on essaye de le rattraper. Néanmoins, les gens veulent aller bosser chez vous. Ah bah oui, puisqu'on apprend plein de choses, on innove. Enfin, c'est une super ambiance. Enfin, on est très très heureux d'innover et d'apprendre plein de choses. Enfin, le moteur, notre Parce que moteur vous à nous. accompagnez, ils savent que quand ils vont chez Blablacar, ils vont être accompagnés. Ah bah oui, mais on est 500, il y a 500 personnes. On est tous extrêmement motivés et alertes sur tout ce qui se passe. On s'apprend tous les uns les autres tout ce qui peut se passer. Donc oui, c'est un environnement de travail extrêmement motivant intellectuellement. Donc aujourd'hui, vous ne trouvez pas vraiment sur le marché. Néanmoins, vous cherchez des profils. Il y a des étudiants dans la salle. On a bien compris la problématique. C'est quoi le message que vous leur lancez aujourd'hui par rapport à la question de l'employabilité? Vous dites effectivement, venez chez nous, mais à condition d'avoir telle ou telle formation. Ou vous dites, voilà, allez, on va partir de zéro et on va vraiment créer quelque chose avec vous. Il faut, comme toujours, hein, mais comme pour n'importe quel métier, il faut être extrêmement sérieux, extrêmement motivé. Voilà, quand vous avez quelqu'un de très motivé par le but de ce qu'on est en train de construire et qui a, et alors évidemment, toutes les formations très carrées d'avance, c'est-à-dire sur toutes les choses de base, hein, alors ça va de l'écriture à savoir compter, mais compter parfaitement, parce que quand vous avez 40 millions de membres en base et qui font beaucoup de covoiturage, il y a un moment, il faut vraiment bien savoir compter, quoi. C'est quand même très très important. Vous avez beaucoup de données à analyser, vous avez beaucoup de gens qui bougent dans tous les sens, vous avez beaucoup de choses à prévoir sur la base des datas que vous observez, donc il faut savoir très bien compter, il faut savoir très bien communiquer. Et comme nous, on est un service social, il faut aussi avoir une bonne fibre sociale, justement d'empathie par rapport à toute notre communauté et de comprendre comment fournir le meilleur service, la meilleure qualité. On a une belle photo, en tout cas, merci, c'est dynamique. Merci Frédéric Mazella. Et je vais vous laisser partir parce que je pense que vous devez nous quitter dans quelques minutes, malheureusement. Nicolas Terry, président du Crédit Mutuel. Alors, on va rester sur cette thématique de l'intermédiaire, de la dictature du client. En préparant cette table ronde, vous me disiez que vous aviez au Crédit Mutuel une recette très simple pour répondre à ces nouvelles exigences. C'est responsabilité et cohérence des équipes. On a déjà un peu abordé d'ailleurs la question en termes internes tout à l'heure, mais ce sont vraiment les deux mots-clés aujourd'hui au Crédit Mutuel, si on regarde ça, si on met en perspective par rapport à l'emploi des jeunes, justement. Oui, effectivement, je pense qu'il y a dans l'idée mutualiste, ces deux idées-là sont formidablement importantes. C'est qu'on fait le pari de la responsabilité de chacun de nos salariés, au service d'ailleurs de la responsabilité de chacun de nos clients, puisque l'idée de la coopération, la devise, c'est aider et servir. Et ça, on peut inventer toutes les agilités, tous les robots de la Terre, ça reste une donnée fondamentale du vivre ensemble de la société et du rôle des entreprises là-dedans. Donc
Responsabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rôle de la technologie est de donner à nos salariés les moyens de leur autonomie et de la responsabilité. Si on dit que 98% des décisions sont prises dans les agences locales, eh bien, ça réclame beaucoup de formation des salariés, mais ça réclame aussi beaucoup d'outils et beaucoup de technologies pour qu'ils puissent exercer cette responsabilité sur un métier qui est un métier de risque, qui est un métier de long terme, dans les meilleures conditions. Et accessoirement, et je voudrais rebondir sur l'idée des robots, il n'y a pas de meilleur robot, de meilleur assistant, de meilleur ordinateur que celui qui donne de la liberté à celui qui l'utilise. Et je pense qu'aujourd'hui, on a un débat alors, qui me paraît totalement foldingue sur une vision soit apocalyptique, soit utopique de la société. La société est d'abord ce qu'on en fait et les outils sont d'abord ce qu'on décide qu'ils sont. Et pour vous donner un exemple très concret, on utilise depuis 1 an et demi un système d'intelligence cognitive au sein du groupe Crédit Mutuel qu'on utilise dans maintenant 5 champs très, très utiles. On a, sur ces 5 champs, mis ça à la disposition des salariés. L'effet concret, c'est que les salariés disposent de plus de temps sur des tâches mécanisables pour être disponibles vis-à-vis des clients. Donc, l'opposition entre le client dictateur, le robot dévoreur d'emploi et le salarié soumis, pour moi, n'existe pas. C'est vraiment un choix collectif. Donc responsabilité du salarié pour servir la responsabilité du client. Alors cohérence et collectif. Pourquoi? Parce que je suis aussi convaincu que dans la société dans laquelle nous sommes, qui est effectivement complexe, dans laquelle les besoins même des clients sont divers, on vient avec Blablacar de voir que le besoin d'automobile avait évolué, eh bien il faut offrir à ses clients de la prévisibilité à long terme. Exemple sur les voitures, vous pouvez acheter une voiture dans une caisse de crédit mutuel ou dans une agence CIC. On a négocié avec des concessionnaires locaux des tarifs et en fait, on ne vous vend plus une voiture, on vous vend un budget mensuel. C'est-à-dire que vous arrivez, vous dites je veux tel type de voiture avec tel type de contrat d'assurance, tel type de télépéage et tel type de crédit, eh bien, nous vous vendons ce budget mensuel. Voilà. C'est une simple mise en forme de cohérence et d'exercice de responsabilité. Donc j'allais dire, pour reprendre l'excellente typologie d'Arnaud Jacquillat, on est conservatif innovant. Notre vrai métier, c'est de rester conservateur sur nos valeurs, sur ce qui est le cœur de la confiance de nos clients, tout en servant leurs besoins actuels et futurs. Ce qui me frappe beaucoup dans les métiers de service, c'est que le service n'est pas une donnée. C'est quelque chose qui s'identifie, qui doit pouvoir se proposer avec de l'anticipation. Et donc, le grand avantage, je pense, de la coopération et du mutualisme, c'est que le dictateur est des deux côtés de la barrière. Il est l'actionnaire et il est le client. Donc ça crée cet effet de cohérence et de responsabilité. En tout cas, il y a un alignement vertueux, parce que finalement, tout ce process que vous venez de nous décrire impose un nouveau management et une adaptation vraiment très, très rigoureuse des équipes. Puisque derrière chaque agent, il y a un client, il y a un service. Et donc cette digitalisation vous pousse quand même à revoir vos méthodes à la fois de management et puis peut-être de recrutement spécifique, non? Parlez-nous un petit peu de l'emploi, justement. Alors, sur l'emploi, d'abord sur le management, je pense que l'informatique, avant même la digitalisation, a tué les hiérarchies intermédiaires. Et que c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que... C'est la pyramide inversée? C'est la pyramide inversée, au sens qu'un directeur de caisse de Crédit Mutuel, il a aujourd'hui une équipe de salariés, il a et appartient à la caisse un portefeuille de clients, il a un compte de résultats et un conseil d'administration qui le contrôle. Donc il est une banque à lui tout seul et c'est très bien. Donc le premier pari en termes de formation et de responsabilité, c'est de donner à des gens qui en général font chez nous toute leur carrière, eh bien, les moyens de passer concrètement du guichet à la direction générale. Et ce n'est pas une clause de style. C'est pas une image, oui. C'est pas une image. Nous avons, dans notre équipe de direction générale, une bonne moitié de gens qui ont commencé au guichet et qui sont souvent de redoutables innovateurs. C'est votre cas?
C'est pas du tout mon cas, ce qui montre que les parachutages qui n'ont pas été très fréquents, mais ça montre en tout cas que la boîte a une capacité d'adaptation, c'est d'accepter des profils comme le mien qui étaient aux antipodes de la culture. Et je pense qu'il ne faut jamais oublier que dans le mutualisme, il y a l'éloge de la diversité, et que cette diversité, je ne dis pas qu'il faut la réserver aux fantastiques énarques, polytechniciens, écoles de commerce, ou ce qu'on veut, mais après tout, ça peut rentrer aussi dans l'analyse. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une diversité suffisante pour que la richesse de la réflexion soit là. Mais alors les jeunes là, qui sont en face de vous, qu'est-ce que vous leur dites en termes de recrutement? Est-ce que vous cherchez des profils particuliers? Est-ce que, comme vous dites un petit peu d'ailleurs, peut-être comme Vazela tout à l'heure, on prend et on forme? On prend, on forme et on leur demande une seule chose, c'est de l'engagement. Et il y a une contrepartie, c'est que de notre côté, il y a de la formation et il y a une promesse de carrière. Et si je peux leur donner juste un conseil, ce qui me frappe beaucoup, c'est les effets de mode sur le marché de l'emploi. C'est quelque chose de redoutablement pervers, parce qu'au fond, un diplômé, même d'une grande université comme Dauphine, pour moi, la question clé, c'est quels seront les 2 premiers postes occupés. C'est une question fondamentale, parce qu'on doit tous faire un apprentissage. On peut avoir des formations extrêmement prestigieuses, n'empêche que les 2-3 premiers postes qu'on occupe nous forment, nous donnent une expérience, une profondeur, un sens des relations, un positionnement, toute une série de choses. Et je pense que quand on choisit une entreprise ou un secteur, il faut être très attentif à ça, et que des entreprises qui offrent une visibilité sur ces 2-3 premiers postes ont au moins cet avantage de montrer comment on peut exercer rapidement des responsabilités. Mais si on rentre dans votre cuisine, Oui. qu'est-ce qui s'y passe? Vous avez un budget formation, ça représente quoi par rapport à la masse salariale? Vous avez une école interne, enfin, comment concrètement? Très concrètement, on a 6% de la masse salariale consacrée à la formation. On a des formations internes systématiques pour tous les métiers d'ailleurs, y compris le guichet, et on a ce qu'on appelle l'école des directeurs, qui est notre espèce d'ENA interne, qui forme sur 5 mois et sur des stages très exigeants nos directeurs de caisse, qui ensuite accèdent après 1, 2, 3 directions à des fonctions de cadre et éventuellement de direction générale. Donc les 3 parcours de formation, c'est 20, 35 ans, ou 25, 35 ans, les métiers de l'expertise et de la banque, 35 ans, la direction de caisse, une moyenne, une petite, une moyenne, une grande, et 45-50 ans, les fonctions de cadre et de direction de filiale et d'évolution, avec des passages qui est la grande richesse de notre secteur, je pense notamment dans l'assurance et la banque, entre des métiers d'expertise, des métiers, de haute technicité, et des métiers d'encadrement. Et je pense que finalement, ça donne une variété, quand on regarde les carrières, qui est, pour des jeunes, très séduisante. Donc, à bien vous comprendre, effectivement, tout le monde peut accéder à ce que vous dites, pratiquement. Je n'ai qu'un rêve, c'est de me faire remplacer par meilleur que moi. Mais ça doit être, au fond, le rêve de tous les managers. C'est comme ça qu'on réussit, c'est que si on a beaucoup de gens autour de nous qui sont bien meilleurs et qui peuvent nous remplacer à tout instant de manière efficace, et à tous les niveaux, c'est qu'on a gagné. C'est un message important, mais on voit comment vous y prenez à l'interne. Donc là, effectivement, concrètement, on voit très bien les choses. Ça pousse aussi quand même à une véritable transformation des métiers, non, finalement, à l'interne, et peut-être aussi la transformation de toute votre implantation régionale. Alors, sur l'implantation, ça pousse à une transformation des outils. C'est-à-dire que les métiers, ça reste des métiers du service, du financement, de la protection. La vraie transformation, elle est dans le mode de relation et dans les outils. Et pour ça, l'entreprise doit beaucoup à ses salariés. C'est qu'elle doit mettre à leur disposition des outils efficaces, des outils performants qui leur permettent d'exercer ce service. Alors, sur l'implantation régionale, là aussi, je pense qu'il y a beaucoup de débats. Les banques ne sont pas condamnées à fermer leur réseau. Parce qu'au fond, le grand avantage du numérique, c'est que vous pouvez transformer chaque point du territoire en centre de relations numériques, téléphoniques et physiques. Rien ne fait obstacle à la connexion haut débit de l'ensemble de vos points de vente. Et donc, la vraie transformation, elle est là. C'est que votre capacité à rendre cohérente une organisation physique, téléphonique, numérique, et donc en fait une organisation relationnelle, fait l'avenir. Et de ce point de vue-là, je pense qu'on a beaucoup à progresser en termes d'appréciation. Il faut pas, le monde numérique est un monde non segmenté.
le message, le Facebook du coin de la rue à Armentières, ville natale et formidable, peut devenir un message national en l'espace d'un quart de seconde. Eh bien, l'avantage en contrepartie, c'est que la Caisse de crédit mutuel d'Armentières est porteuse de l'ensemble de la politique du crédit mutuel grâce aux instruments numériques, aux outils numériques et avec des salariés sur place. Donc, tout n'est pas dans l'agression, il y a de formidables opportunités, y compris pour des entreprises concertivo innovants. Si je peux avoir une dernière remarque sur le numérique, il y a un mot que je déteste, c'est celui d'agilité. Parce qu'évidemment, on peut tous s'amuser à faire des applis, à les lancer, etc. Dans nos métiers, la puissance numérique et la sécurité sont fondamentales. Et si vous êtes agile, mais si vos clients se font faire les poches parce que vous n'avez pas protégé convenablement vos systèmes, si vous êtes en déni de service parce que tel ou tel hacker essaie de vous attaquer, eh ben, votre agilité s'arrêtera très vite. Et donc, si je peux me permettre juste un tout petit conseil à tous les agiles de la Terre, il ne faut jamais oublier que le sport, c'est une question à la fois de souplesse, mais aussi de puissance. Et au fond, les systèmes d'information obéissent aux mêmes lois. Il faut avoir des systèmes innovants, il faut avoir des systèmes qui progressent vite. Mais il ne faut jamais oublier qu'une informatique superbement agile, mais parfaitement piratable, n'existe plus. Et je pense que quand vous regardez autour de nous, c'est un enjeu de l'avenir qui est colossal. Merci Nicolas Terry pour ce témoignage, donc à l'interne, Crédit Mutuel. Charles-Édouard Vincent, fondateur de Lulu dans ma rue, Emmaüs Défi, plein de beaux projets. Alors vous illustrez parfaitement vraiment le nouveau modèle. Hein. Est-ce qu'on peut rappeler déjà ce qu'est Lulu dans ma rue, tout simplement? Expliquez-nous, qu'est-ce que vous avez créé? Oui, en fait, ce que j'ai voulu créer avec Lulu dans ma rue trouve ses racines dans Emmaüs, en fait, puisque j'ai passé 10 ans à Emmaüs à m'occuper en fait de SDF parisiens avec une approche nouvelle qui était en complément de ce que fait le SAMU social sur l'hébergement, de pouvoir proposer du travail à des gens qui sont encore à la rue, en partant du principe que dès qu'on est dans des centres d'hébergement, etc., c'est nécessaire de pouvoir avoir un toit, mais on est toujours dans des logiques de prise en charge. Et aujourd'hui, si tous les dispositifs d'urgence sociale sont complètement saturés, c'est parce que les gens qui sont à la rue, finalement, n'arrivent pas à redémarrer. Et il n'y a rien de tel que de pouvoir retrouver un travail pour reprendre confiance en soi, gagner un peu d'argent, trouver un environnement social qui tire vers le haut. Et c'est ce que nous avons fait donc à Emmaüs Défi pendant 10 ans. Aujourd'hui, c'est 200 salariés, dont 150 anciens SDF, hommes ou femmes. La difficulté que j'avais avec Emmaüs Défi, on avait réussi un peu ce pari en proposant du travail à des gens qui étaient encore à la rue, de les stabiliser dans un hébergement et de pouvoir leur permettre de faire un parcours de reconstruction personnelle. La vraie difficulté, c'était de leur permettre de quitter après Emmaüs pour être vraiment dans une logique d'autonomie et de retrouver en fait une vie en société normale. Et ça, c'était d'autant plus dur, c'est-à-dire que tous les modèles d'insertion professionnelle essayent de pousser les personnes en insertion vers des entreprises qui aujourd'hui ne sont plus adaptées à des personnes qui ont des grandes fragilités parce que ces environnements sont souvent sur les métiers peu qualifiés, des environnements très durs, très anonymes, avec des CDD qui s'enchaînent, des temps partiels, il faut aller travailler loin, ça change tout le temps. Et puis l'ambiance et l'esprit de ces entreprises est souvent difficile pour des gens qui ont eu des grosses ruptures dans leur vie. Et donc j'avais toujours cette idée de me dire on n'y arrivera pas à Emmaüs Défi si on ne réinvente pas ces petits boulots qui faisaient qu'autrefois, dans notre société, des gens qui avaient des difficultés, qui avaient eu des ruptures, pouvaient quand même se rendre utiles, être utiles aux autres. C'est quoi ces petits boulots, par exemple, pardon? C'est un peu de bricolage. Aujourd'hui, on parle du numérique et du digital. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est impressionnant. On trouve tout à portée de clic, mais quand vous devez changer une ampoule ou trouver quelqu'un pour arroser vos plantes pendant les vacances, vous ne savez jamais à qui demander. Et donc, le point de départ, il est parti de là. Et on s'est dit, on va réinventer dans un rayon de 50 mètres autour de chez moi, quelqu'un qui peut me rendre ce petit service, il est là. Ce qu'il faut, c'est pouvoir être mis en relation avec lui. C'est ce qu'on a utilisé.
Le numérique intervient pour ça. C'est-à-dire que le numérique nous permet de trouver dans le quartier la personne qui va me rendre ce service. Et nous, en fait, au niveau de Lulu dans ma rue, on crée toute l'infrastructure de mise en relation, de facturation, de déclaration, d'assurance, etc. pour les habitants du quartier qui veulent rendre ces petits services, et puis pour des personnes qui sont vraiment dans des logiques d'insertion et de pouvoir s'en sortir. On cherche un ministre des Affaires sociales, ça vous intéresse? Je crois que moi je serais meilleur, j'espère être meilleur entrepreneur que politique. Donc pour l'instant. Non mais là il y a une vraie volonté, il y a une vraie dynamique politique finalement derrière. Oui, parce que je crois que finalement on cherche aujourd'hui des clés dans des grandes solutions politiques. Il faut les chercher, il y en a, mais moi, mon message, c'est que déjà, en bas de chez moi, avec les outils d'aujourd'hui, on peut créer de l'activité. Ce qu'on a fait sur Lulu dans ma rue, là, on a démarré donc il y a 2 ans. On est vraiment une start-up très particulière parce que nous avons choisi d'être une entreprise solidaire. Donc, nous avons des investisseurs qui sont venus. On a fait un premier tour, on a levé 5 millions d'euros pour ce premier tour, avec un engagement des investisseurs de reverser 50% des bénéfices dans l'association qui porte le projet social d'insertion des personnes et qui est l'association qui est également actionnaire. Donc on a un modèle vraiment hybride, à mi-chemin entre des start-up purement capitalistes et des associations c'est ce qui ont que des j'allais projets dire, vous sociaux. êtes un start-upper qui s'ignore finalement. Non, ça je suis un start-upper qui s'assume, je suis un start-upper, mais la finalité, pour moi, c'est l'économique qu'on est en train de créer, tout ce travail, tous ces petits boulots, tous ces petits services qui manquent. Et aujourd'hui, on est dans de la création nette d'activités. L'an dernier, dans le centre de Paris, on a réalisé dans le Marais, dans le 4e arrondissement, 15 000 prestations en 1 an. Il y a 2 ans, on n'existait pas. 12% des habitants du Marais sont nos clients. Aujourd'hui, c'est extrêmement simple. On a des prestations qui sont entre 5 et 20 euros la demi-heure. C'est à la demi-heure. Et vous trouvez un client qui nous appelle ou qui passe à notre kiosque, parce qu'en fait, on a une plateforme numérique. Mais je récupère aussi les kiosques à journaux qui sont les victimes de la digitalisation. C'est-à-dire que la presse se casse la figure, les kiosquiers à journaux sont en train de crever la dalle, et donc moi je récupère les kiosques à journaux, et ces kiosquiers, je les transforme en concierges de quartier, ces concierges qui du coup font ce lien dans le quartier et permettent de trouver le Lulu qui va me rendre mon petit service. Donc finalement on crée de l'activité, on crée du lien social, et je crois que le projet répond aussi à un besoin de notre société de recréer de l'activité locale entre des gens qui se connaissent et où du coup quand je fais appel à Lulu, je sais que ça donne aussi du travail à des gens qui essayent de s'en sortir. Alors justement, la question de l'emploi, puisque c'est la thématique de ces assises, c'est quoi l'emploi, la création d'emplois, le recrutement chez Lulu? Alors le gros enjeu, j'ai bien entendu ce que disait Frédéric Mazella, comme les startups, j'ai aussi une équipe de développeurs, des profils sortant des écoles de commerce, des jeunes hyper intelligents. Un staff de voilà. combien de personnes? Et d'ailleurs, aujourd'hui, on est encore petit, on est quand même 25 salariés, 25. Et on a 130 Lulu qui travaillent dans le centre de Paris. On est en train de se déployer sur tout Paris, on a une convention pour ouvrir 6 nouveaux kiosques dans 6 arrondissements parisiens. Donc on a, on va dire, plutôt des profils diplômés au niveau de l'entreprise. Là, j'ai pas de problème de recrutement. Je veux dire, le projet en lui-même suscite suffisamment d'intérêt pour trouver des gens facilement. Après, au niveau des concierges, je crée vraiment de l'activité qui n'existait pas. Donc là, ce sont des salariés qui sont dans les kiosques, qui animent cette vie de quartier, qui répondent aux besoins des habitants et aussi des Lulus qui passent par là et qui des fois sont tout seuls et ne savent pas comment faire. Et puis surtout, on crée cette infrastructure de mise en relation à l'échelle du quartier et donc on est aussi une plateforme collaborative, c'est-à-dire que les Lulus aujourd'hui sont des auto-entrepreneurs qui du coup travaillent dans un cadre légal, mais quand ils le souhaitent, on est vraiment dans une logique, là pas de l'emploi salarié, mais de l'emploi à la demande, quand j'ai envie, et je m'aperçois que j'ai une moitié de Lulu qui sont vraiment des personnes qui n'ont pas le choix et pour qui on est une bouée. Et ça, je le dis, il ne faut pas l'oublier, c'est essentiel. Il vaut mieux avoir des petites activités comme ça parce que ça nous permet de retrouver un cadre social que de rien faire et de rester chez soi. Et puis on a une autre moitié aussi de jeunes qui aujourd'hui n'ont pas envie d'aller dans une entreprise, viennent, ils sont Lulu pendant 6 mois, ils partent après 2 mois en voyage en Colombie ou au Sri Lanka, ils reviennent, ils n'ont pas de boss. Cette activité, elle a du sens parce qu'elle rend service aux gens du quartier. On est très vigilant aussi à cette... Pardon, je vais être provocateur, mais vous faites de la concurrence aux artisans?
Alors pas du tout, parce qu'en fait, nous, on est infra les artisans, on est en dessous. C'est-à-dire qu'un artisan, il ne se déplace pas pour changer une ampoule, il ne se déplace pas pour changer une lunette de WC, ou alors quand il se déplace, c'est le client qui n'est pas content parce que ça coûte 200 €, alors que quand vous faites appel à un élu, ça va vous coûter entre 15 et 30 €. Quand vous en parlez avec les pouvoirs publics, enfin les pouvoirs publics sont au courant de cette initiative, évidemment. Oui, alors on travaille Peut-être beaucoup. pas suffisamment. Si, après, ce qu'il faut, c'est développer l'activité. Moi, je pense que ce marché, bon, c'est encore très tôt pour le dire, on est vraiment parti dans la logique de gratter les petites miettes d'activité à l'échelle du quartier qui étaient encore inexploitées. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans de la création nette d'activité, on fait de concurrence à personne. Ce marché, moi, j'estime qu'il est à peu près à 2-3 milliards d'euros à l'échelle nationale. Sortir mon chien, arroser mes plantes, raboter ma porte parce qu'elle frotte, tous ces trucs-là, bouger 3 cartons, descendre mon canapé, m'ouvrir des huîtres à Noël, descendre mon sapin de Noël, voilà. Aller écrire « je t'aime » sur un banc, voilà tous les services que font les élus, changer un pneu de voiture, descendre marbre du 4e étage. Donc vous avez un marché qui est de l'ordre de 3-4 milliards d'euros à l'échelle nationale. Je pense que c'est un gros marché, mais il ne peut pas être abordé de la manière classique de l'emploi. Et je pense qu'il faut aussi faire un passage en se disant il y a sûrement d'autres formes d'activité qu'il faut explorer et qui sont notamment utiles à des personnes pour qui le monde de l'entreprise n'est pas forcément ce qu'ils recherchent. Lulu dans ma rue, pour l'instant, c'est quoi? Uniquement Paris? Pour l'instant, c'est déjà 2 arrondissements dans Paris. Cette année, on va se développer sur tout Paris, mais on a reçu des demandes de toute la France. Et pour rien vous cacher, ce qui m'a surpris du monde entier, parce que cette combinaison kiosque à journaux, plateforme numérique pour créer de l'emploi local et du lien social, je pense que c'est quelque chose qui inspire beaucoup de gens. Très bien, merci pour ce témoignage et pour l'initiative. Il va falloir aussi embaucher pour ouvrir à Lille, Marseille, Toulouse, etc. Donc ça, c'est superbe. Très, très belle perspective. Merci, Charles-Édouard Vincent. Alors, Dominique Régnier, président de la Fondation pour l'innovation politique, vous concluez cette table ronde avant le débat, sans pour autant avoir le mot de la fin. J'aimerais bien avoir quand même le sentiment, votre sentiment sur ce qui vient d'être dit concernant toutes ces mutations digitales qui imposent, on l'a vu, les nouveaux modes de consommation de la société d'aujourd'hui, surtout de demain. Fort enjeu politique, on vient de le voir. Vous dirigez ce think tank. Quel est votre regard, votre perception de ce qui vient d'être dit? Alors bien sûr, vous avez tout à fait raison de le signaler. C'est simplement une réaction, un mot, voilà, ce qui a été dit, qui est très riche et tout à fait au cœur de ce que nous vivons aujourd'hui. Puisque nous sommes à quelques semaines d'une élection, moi je dirais, mon élu, c'est Lulu. On a là une... Je vous propose ce slogan, ne vous présentez pas, peut-être pas encore, mais en tout cas, on a là quelques... Voilà, enfin le plan B, voilà. Que ceci se sache et circule. Il faut vendre l'idée. C'est un... Il y a quelque chose de, je dirais, d'un peu taquin ici, mais en même temps, c'est très sérieux parce que on voit bien comment ce monde de services, de transformation de la nature des prestations, des performances, de réinvention de cette manière de répondre aux attentes de services. On voit bien, dans tout ce qui a été dit d'ailleurs, c'était très frappant dans ce qui vient d'être présenté à partir de Lulu dans ma rue, mais de manière générale, apparaît un univers interstitiel, je dirais, d'interface, création nette d'activités, vous disiez, comme des niches, mais qui sont les éléments d'un nouveau maillage de notre corps social, avec des phénomènes de métissage, d'entremêlement, de ce qu'on pourrait appeler dans un vocabulaire ancien la fonction publique, les fonctions publiques, les services publics, et puis ce qu'on appelait le secteur privé, le marché, avec une espèce de frontière très nette. Peut-être d'ailleurs qu'elle a toujours été un peu exagérée, cette frontière. Mais aujourd'hui, c'est l'entremêlement qui frappe, et à travers le modèle mutualiste et coopératif, c'est ce qui se met en place aujourd'hui. C'est un véritable modèle universel. Ce n'est pas simplement un secteur. C'est pas un secteur.
c'est une façon de penser le corps social, une façon de le faire tenir. C'est un maillage, c'est un maillage. Et plus l'exemple est microscopique, plus la démonstration est efficace, je trouve. C'est pourquoi l'ensemble, les 4 interventions qui viennent d'être prononcées le montrent de cette façon-là, le montrent de façon exemplaire. C'est quand on va dans la finesse de l'exemple qu'on démontre la puissance, l'efficacité, la solidité du maillage et tout son sens. On sait bien, c'est un paradoxe, mais on sait bien qu'une puissance publique, un État, n'est pas capable, n'a pas la capacité de rendre des services à un niveau de maillage aussi fin, et le pourrait-il que nous ne le voudrions pas? Ce serait redoutable s'il y avait un appareil administratif à ce point capable d'être présent dans toutes les attentes de service. Il ne le peut pas, il n'a pas les moyens, il n'a pas la compétence, il n'est pas formé pour, il n'a pas la tournure d'esprit, il n'a pas la présence, donc ce n'est pas possible. Or, les individus que nous sommes, et c'est un progrès, ce n'est pas un déclin, les individus que nous sommes, avec nos différences, nos singularités auxquelles nous ne voulons pas renoncer, et ça aussi c'est un progrès, nous attendons, nous estimons juste que là où nous sommes à tel ou tel moment, nous pouvons recevoir des services, nous sommes d'accord pour donner une contrepartie, mais nous pouvons recevoir des services sans renoncer à la place que nous occupons, ni à l'identité qui est la nôtre. C'est un enrichissement considérable. Il n'y a pas... C'est un modèle qui n'a pas besoin d'uniformiser. Au contraire, il absorbe, il accueille la diversité de nos vies et le changement de nos existences. Donc de ce point de vue-là, il est particulièrement bienvenu. Je voudrais juste vous dire que quand on regarde l'histoire du mutualisme, qui moi m'a beaucoup intéressé depuis toujours, intellectuellement, vous avez un moment d'éclosion, une grande fécondité intellectuelle, avec beaucoup de textes en tous sens, inclassables, très féconds, très suggestifs, avant 1914, dans l'Europe d'avant 1914, c'est-à-dire avant l'apparition, à cause de la Première Guerre mondiale notamment, mais de beaucoup de choses aussi, je ne vais bien sûr pas vous infliger cette démonstration, rassurez-vous, mais en tout cas, avant 1914, on n'a pas encore cette espèce d'État qui de plus en plus va grossir, prendre de l'importance, administrer, d'ailleurs avec succès. Après, c'est devenu autre chose, mais avec un vrai succès et une vraie utilité. Et donc avant ceci, du coup, la société qui ne peut compter que sur elle-même se met à inventer précisément ce modèle mutualiste, coopératif, spontané et qui est auto-émergent, si je puis dire, qui vient de la société elle-même. C'est ce que l'on retrouve. Est-ce qu'elle ne prend pas la place? Est-ce que le mutualisme, est-ce que toutes les initiatives qu'on vient de voir, la dernière avec Lulu dans ma rue, est-ce que ça ne prend pas la place finalement de la responsabilité des pouvoirs publics en la matière? Ou est-ce qu'ils accompagnent le mouvement? Ou est-ce qu'on vient de le voir avec Charles-Édouard Vincent, il y a vraiment, il comble un déficit énorme de la part du public, du politique dans cette affaire? Ça comble un déficit, vous avez raison. Là où ça agit, ça comble un déficit. Donc ça rend un service public, ce faisant. Par conséquent, la finalité ultime, qui est d'avoir une communauté attentive à son destin collectif, eh bien, cette finalité est atteinte. Donc, d'une certaine manière, il y a comme une espèce de dérivation par rapport au monopole de l'État, mais on ne trahit pas la cause. On est bien dans cette préoccupation pour la production d'un service universel, même s'il se distingue en services particuliers, puisque les demandes sont singulières. Il y aura, et il y a déjà il y a beaucoup d'exemples, il y aura et il y a déjà des transferts de métiers, d'activités, de services vers ce monde-là. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et ça se fera, ça devra se faire, parce que ce serait quand même fâcheux et bien dommage que ça se fasse autrement, mais c'est déjà le cas. Ça se fera en bonne compréhension avec les pouvoirs publics qui vont devoir... mais que ne l'a-t-on déjà fait? Il y a un problème. Alors ça, parce que le problème, il n'est pas récent. Il n'est pas récent. Alors après, et on en est là aujourd'hui parce qu'il y a eu ce déficit. Après, il est possible que... Alors je ne veux pas, parce que c'est des formules un peu rapides, donc je ne veux pas donner, surtout dans l'ambiance actuelle, le sentiment que c'est un porte-pièce, mais il est certain que nous avons une classe politique, pas simplement en France, qui est encore un peu à l'écart de cette transformation et qui peine à lâcher quelque chose qui lui apparaît comme la justification de son existence. Et donc quand vous commencez à partager une utilité, vous vous demandez si à la fin on ne va pas dire mais finalement on n'a pas besoin de vous. C'est un peu ça la crainte, je résume, mais c'est un peu ça la crainte. C'est peut-être ce qui était en train de se passer. Un peu. Et vous avez un exemple, alors là je vais délocaliser carrément
Et puis en plus, je pense que ce sera plutôt unanime, on verra, je vais aller faire un test. Mais ceux qui ne seront pas d'accord devront être prudents. Si je prends le cas de Trump, je vais en dire plutôt du mal. Mais pas du mal voilà, politiquement, mais il se trompe, je pense qu'il se trompe, il fait une erreur. Tout ce qu'on a dit, là, tout ce qu'on a depuis tout à l'heure, ça demande de la coopération, pas du clivage. Ça demande de la réunion, pas de la séparation, de la circulation. Ça demande de l'intelligence collective. Vous voyez, c'est le monde d'aujourd'hui, c'est de plus en plus ce qu'on appelle l'économie de l'intelligence. C'est bien ça, c'est la circulation, le partage des connaissances, la coproduction. Ça a été dit, hein, tout le monde l'a dit là, et puis ça a sans doute été aussi dit dans les interventions précédentes. Eh bien, c'est le contraire de ce monde que de fermer, de vouloir étanchéifier. Les États-Unis doivent une partie majeure de leur prospérité et de leur nouvelle puissance politique à l'économie de l'intelligence. Quelle idée d'empêcher l'immigration. Enfin, c'est absurde. C'est le contraire même de leurs ressources. C'est comme si les États-Unis décidaient de renoncer à ce qui a fait leur richesse depuis 20 ans. C'est pas rationnel. Donc les politiques ne comprennent pas. Voyez alors, bon, bien sûr, certains comprennent, etc. C'est pour ça qu'on est toujours un peu outrancier et caricatural quand on parle comme ça pour aller vite. Mais il reste quand même que les États ont un certain malaise quand on leur propose de prendre en charge des fonctions qui étaient censées être les siennes, qu'il ne remplit plus, l'État, ou qu'il remplit mal. L'État débordé par la digitalisation ? Oui, mais c'est un débordement parce que s'il le vit comme une concurrence, il le pense en termes de débordement, mais s'il le vit comme une coopération, une complicité, une coproduction là aussi, à ce moment-là, c'est plutôt quelque chose de franchement plus harmonieux et une société qui comprend mieux son État et surtout un État qui est dans une empathie plus grande avec le corps social, qui lui fait confiance en particulier, vous voyez, qui fait confiance parce qu'on est dans des États qui sont dans une mentalité très répressive, hein. On punit, on régule, on empêche. Pour dire les choses autrement, on pourrait très simplement récompenser, féliciter, faciliter, ouvrir, remercier. Ça serait très différent, hein, libérer, etc. Et du coup, le résultat serait un bénéfice collectif. Merci Dominique Régnier. Alors on voit bien cette problématique politique. On va entamer le débat. On va entamer le débat justement avant de donner la parole à la salle. Même procédé que tout à l'heure. D'ailleurs, vous manifesterez, on viendra vers vous avec un micro et vous allez pouvoir échanger avec nos invités. Charles-Édouard, une réaction à ce que disait Dominique Régnier ? Oui, c'était surtout par rapport à votre question, est-ce que les politiques sont dépassés par la digitalisation ? Alors, je ne sais pas répondre à cette question, mais ce que je veux dire, ce qui est intéressant autour du numérique, c'est que moi, j'ai passé beaucoup de temps dans l'univers du social et notre société est face à des défis où on se demande comment on va réussir à surmonter ces défis. Enfin, je veux dire, quand on voit les phénomènes migratoires, quand on voit les phénomènes d'exclusion dans les villes, quand on voit les phénomènes du chômage, les phénomènes de l'isolement pour les personnes âgées, on se dit mais ce sont des tels défis pour notre société, avec quels outils on va réussir à surmonter ces défis. Et ce qui est, je trouve, très intéressant sur le numérique, c'est que pour une fois, on a un outil qui est d'une puissance qui est à la mesure de ces défis. Alors encore faut-il bien utiliser ces outils, et je pense que Uber nous montre tout ce qu'il ne faut pas faire, malheureusement. Mais ce sont des outils qui sont d'une puissance telle qu'ils redonnent espoir sur le fait qu'on arrive à construire des nouvelles solutions, des nouveaux modèles qui vont nous permettre de traiter de l'exclusion, de la solitude, de grands maux de notre société. Alors face à toutes ces mutations, on peut vous applaudir. Je ne voudrais pas frustrer la salle. Vous le méritez largement. Par rapport à tous ces enjeux, je voudrais faire réagir notamment notre président du Crédit Mutuel sur ce que disait Arnaud Jacquillat. Les mutuelles sont un peu vieillottes face aux Atawad, le mot a été prononcé, face aux Atawad, aux enjeux de demain, en termes de digitalisation et d'emploi. Alors vous avez en partie répondu tout à l'heure, mais est-ce que vous pouvez réagir à ce que disait Arnaud ? Est-ce que vous vous sentez un peu vieillot ? Malgré tous les efforts que vous faites, mais malgré tous les efforts que vous faites. Puis, d'abord, je ne crois pas avoir entendu ça. Deuxio, rien n'est pire que le jeunisme ou le vieillisme. C'est-à-dire que quand je disais on est conservatif
conservative innovant, l'enjeu, et Lulu dans la rue est, je trouve, un exemple fascinant de ça. C'est toujours de partir des besoins sociaux. Quand on dit qu'on a 98% des décisions en caisse locale, ça veut dire par exemple que sur une demande de crédit, on réagit en général en 2 à 3 jours, max. C'est rapide, beaucoup plus rapide que des demandes digitales. Parce que ça arrive sur la personne qui vous connaît et ça peut venir par la voie digitale et la décision est très rapide. Donc je pense que ce à quoi le numérique nous force, c'est d'oublier les structures et les institutions et de repenser une relation directe et qui est une relation en plus humaine. La relation, elle est entre un conseiller bancaire et un client. Elle n'est pas entre l'institution Intel qui est dans la structure Intel, c'est pas Astérix et Obélix, 4e manipule, 2e centurie. Et donc d'une certaine façon, est vieillotte une institution qui résonne en structure, n'est pas vieillotte une institution qui réfléchit en relation. Et j'espère, maintenant il y a toujours des contre-exemples, il faut être un peu modeste sur les réalités, mais j'espère qu'on est fondamentalement en recherche relationnelle. Alors, on nous reproche souvent aussi, on reproche parfois aux chefs d'entreprise d'être très franco-français, de regarder, le mot a été prononcé tout à l'heure, le moi-je, notamment en termes de perspective d'emploi. Est-ce qu'on peut regarder, est-ce que vous regardez, alors je m'adresse toujours à vous, M. Théry, sur le benchmark, est-ce que vous faites un peu de benchmark à l'international, voir un peu comment ça se passe à l'étranger? Est-ce que vous copiez un petit peu aussi, clairement, ce qui a pu se produire, ce que vous avez pu prendre comme bonne idée dans un autre pays, en Europe ou ailleurs d'ailleurs? Et je poserai la question peut-être aux autres. Oui, alors la caractéristique majeure du système financier, c'est que c'est le seul secteur économique où il n'y a pas de brevet. Vous ne pouvez pas breveter, aussi bonne soit-elle, une idée, comme les cas de service. Or, vous faites des investissements absolument colossaux, donc le résultat, c'est que tout le monde copie tout le monde. Et c'est vrai qu'on a trouvé des idées, je vois notamment, on a trouvé beaucoup avec nos coopérations avec le Canada, avec les Caisses des Jardins, dans le domaine de l'assurance, du traitement des sinistres. On en trouve dans beaucoup de pays européens et heureusement. En matière de gestion de l'emploi et de la digitalisation, puisque ce sont nos sujets. Et de prise en charge des demandes de sinistres. Donc là-dessus, ce qu'il y a de très bien aussi, c'est que le numérique est connu largement, et où que ce soit dans le monde, on sait très bien, par exemple, l'exemple du Kenya dans les paiements mobiles. Il n'y a pas des grands et des sachants, il y a des gens qui innovent, qui trouvent, et ensuite, il faut arriver, en ce qui nous concerne, d'abord à innover nous-mêmes, et aussi à trouver la meilleure méthode de traduction de ça. Et notre métier, c'est de le traduire en service. Arnaud Jacquilla, le spécialiste des études. Non, je voulais d'abord corriger un tout petit peu, je n'ai pas dit... J'ai grossi le trait. J'ai grossi D'ailleurs, le trait. il part, qu'il était Alors vieillot. je précise que M. Théry nous quitte non pas parce qu'il est en désaccord avec le débat, mais parce qu'il a d'autres engagements, il doit reprendre le train. Merci en tout cas. Oui, pardon. J'ai simplement dit que les assureurs et donc par extension les mutuelles d'assurance étaient un peu, pour utiliser un anglicisme, on dit edge, c'est-à-dire conservateurs au sens digital, c'est-à-dire qu'ils ont une vision et on les attend sur ce sujet. Il y a beaucoup d'attentes sur ce sujet, mais ils ont une vision. Mais conservateurs, ça veut aussi dire qu'ils sont plutôt un peu en retrait en termes d'investissement, en termes de quantum d'investissement. Alors évidemment, ils ont Internet, il y a des banques mobiles, vous les connaissez, mais typiquement, les banques mobiles, aujourd'hui, elles n'ont un vrai succès, si on peut dire, qu'auprès des SP+, en fait, des CSP+, parce que celui qui regarde son Boursorama Bank ou je ne sais quoi, ou Money Bank le week-end, c'est celui qui a de l'épargne et c'est celui qui s'en sert pour faire de l'investissement. Voilà, à ce stade, ce n'est que ça. Donc, premier point, ça c'est ce que j'ai dit. Deuxième point, pour rebondir sur le jeunisme et le vieillisme, il y a un élément de performance que j'ai oublié de donner tout à l'heure et qui est peut-être un peu contre-intuitif, c'est qu'on a aussi analysé quelle était la performance financière des sociétés du CAC en fonction de l'âge moyen de leur COMEX. Et là, je dois vous dire que je m'attendais à vous donner une nouvelle qui allait vous pousser en avant, mais la réalité sur 20 et 10 ans, c'est que les entreprises du CAC 40 dont l'âge moyen du COMEX est inférieur à la moyenne est moins bonne que celle dont l'âge moyen est supérieur à la moyenne. Alors, il y a des explications de texte quand on regarde le détail. Bon, je ne vais pas citer d'entreprise pour éviter
de mettre un focus. Mais c'est une réalité. Donc jeunisme, vieillisme, voilà, ça ne suffit pas pour faire la performance. Il est vrai, et ça rebondit sur votre question internationale, qu'en France, dans le CAC 40 par exemple, nous n'avons ni Google, ni Facebook, ni Amazon, ni ce type de société. Je vous disais que les sociétés qui attiraient le plus les jeunes avaient une surperformance par rapport à la moyenne, puisqu'elles faisaient plus de 100%. Je n'ose pas vous donner la performance de Google sur 20 ans, mais c'est 15 000%. Il y a Quant quand même, on voit que Quant, le moteur de recherche qui présenté comme français, et qui est français d'ailleurs, et surtout européen, veut concurrencer Google, et là ça marche. Oui, ça marche. Mais en termes de performance boursière, on est de l'ordre du notre meilleur à plus de 200 et un GAFA à plus 15 000. Évidemment. Alors, débat, échange avec la salle. Il nous reste bonjour. Une dizaine de minutes. Je suis dans le noir, mais c'est pas grave. Je suis juste en face de vous, tout au fond. D'accord, bon, très bien. Voilà. De toute façon, c'est parfait. Vous avez la parole, vous la gardez. Donc, vous vous présentez, s'il vous plaît. Je suis Dominique Bournonville, mais un parfait inconnu. Plusieurs membres du panel sont partis, mais il y a également des personnes éminentes, peut-être dans la salle. Ma question concerne, à mon avis, aussi bien la nature des investissements financiers que la sécurité qui serait souhaitable de voir augmenter de toutes les connexions informatiques, croisement de fichiers, etc. En un mot, il s'agit de tiers de confiance. Est-ce que le secteur mutualiste ne serait pas le plus à même de créer, et à mon avis le champ du marché est au moins européen sinon mondial, le plus à même de créer de quoi donc anonymiser un certain nombre de croisements de fichiers, puisque la CNIL fonctionne depuis longtemps chez nous et donc rend crédible des traitements de fichiers dans l'Hexagone, etc., etc. Et c'est peut-être pas un investissement que feraient mettons des personnes du GAFA. En plus, elles auraient peut-être mauvaise presse, on ne sait pas. Par contre, vous voyez, est-ce qu'il n'y aurait pas matière à créer un ou plusieurs tiers de confiance de taille conséquente, avec donc là résolument être tourné vers le XXIe siècle. Alors, je ne sais pas si quelqu'un... Enfin, voilà, donc malheureusement, nous n'avons plus forcément des acteurs d'autres personnes. Oui. Est-ce que peut-être, Monsieur Klein, vous souhaitez intervenir sur cette question, puisque vous êtes l'un des concernés et restés présents. Si d'autres souhaitent répondre, d'ailleurs, n'hésitez pas, hein, parce que là, c'est vrai qu'en termes de... Les principaux intervenants sont partis. Sur cette question, rapidement, en tout cas. Sur les tiers de confiance, je pense que toutes les banques auront à se poser la question, certaines ont commencé d'y répondre, sur qu'est-ce qu'on fait des données. Puisque, évidemment, dans une banque, on a énormément de données sur chaque client. C'est une richesse pour mieux traiter le client quand on le fait bien avec le big data, bien sûr, mais ça peut être aussi une façon de valoriser la relation client en vendant les données qu'on a à l'extérieur. Ce que font en permanence un certain nombre de grands acteurs sur les réseaux. Pas des banquiers, mais des grands acteurs sur les réseaux. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'ils valorisent le service gratuit qu'ils fournissent. Moi, je pense que les banques coopératives ne doivent pas, c'est mon avis personnel, ne doivent pas vendre les données de leurs clients parce que c'est intrusif. Et que si l'on veut être le vrai tiers de confiance, si on veut garder cela et justement ne pas être mis en compétition avec d'autres qui un jour peut-être feront un peu de banque à la marge et en vendant les données, ça sera une différenciation fondamentale qui donnera confiance et préservera la confiance. Voilà, que je crois fondamentalement. Maintenant, je suis sûr qu'il y a des débats, je les connais, on en a même en notre sein dans l'ensemble des banques. Peut-être des banques choisiront des choses différentes à faire. Mais voilà, en tout cas, mon avis sur le sujet. Merci, Monsieur Klein. Alors, est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Auquel cas, on va vous apporter un micro. Faites-moi signe. Alors, monsieur au premier... Ah, ou monsieur. Voilà, on va vous apporter un micro, s'il vous plaît, au premier rang gris. Voilà. Alors, il y aura 2 questions au premier rang. Voilà. De Jean-Raymond Bassi. Dans toute innovation et avec l'économie numérique, il y a des opportunités de marché, mais il y a également des risques. Tous les défis dont vous avez parlé comportent également des risques. Et là, dans la sécurité des données personnelles, il y a le risque de piratage et de cybercriminalité.
Donc il faut faire des gros efforts dans l'innovation pour sécuriser les données. Tout à l'heure, quelqu'un a dit pour Blablacar, 80% des outils que nous utilisons, notamment dans le domaine de la connectique des moteurs de recherche, sont américains. Où est la sécurité des données, hein? D'où est la sécurité de notre protection nationale? Quid des recherches dans l'open source, etc. Là, il y a de gros efforts à faire. Je vous remercie. Merci pour ce témoignage et cette remarque. Monsieur, on va vous passer le micro. Bonjour, Raphaël Vigier, je suis étudiant et je me réjouis de voir que l'on se soucie de nous dans cette assemblée. J'ai une question assez précise à Monsieur Vincent concernant la formation de vos Lulu. Quels sont les enjeux? Parce que vous avez parlé d'amener, descendre des cartons, donner des petits coups de main, mais après, on peut rien que réparer la lunette des toilettes, j'imagine que ça suppose un mini savoir-faire quand même. Donc je voulais savoir quels étaient les enjeux de formation. Merci. On a 2 canaux. En fait, dans notre processus de référencement dans le quartier des personnes qui peuvent rendre ces services, on a 2 canaux. Le premier qui représente pour 90% des Lulu, ce sont des gens qui viennent nous voir, qui nous disent voilà, moi j'aimerais bien, j'ai des compétences. On a 2 critères qu'on regarde. Quelle est la compétence qu'ils ont? Deuxièmement, l'état d'esprit. On a une charte. Il y a une communauté des Lulu avec une charte. Cet état d'esprit, le fait d'aimer rendre service, est très important pour nous. Et je crois que c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Voilà, mais ça, je le dis, on n'est pas que des prestataires de services. On est là aussi pour remettre un peu d'humain dans le quotidien, même si derrière nos outils sont numériques. Alors dans notre process de référencement, il y a un entretien collectif, un entretien individuel pour évaluer la compétence, un test. Pour les bricoleurs, on regarde le matériel qu'ils ont. Et ensuite, les 3 premières prestations qui sont faites au domicile des clients sont faites tutorées par d'anciens Lulu. Donc ça, c'est le process pour rentrer. Et puis, nous avons des formations qui sont finalement assez peu pour être Lulu sur des formations métiers, parce que les gens, on les prend sur leurs compétences de bricolage. Alors, manutention, porter des charges, c'est pas... Mais il faut quand même être suffisamment fort, il faut savoir bien porter, etc. Donc, on a c'est des petites formations. On fait beaucoup des formations commerciales pour se présenter, gérer le conflit, comment le client, quand il n'est pas content, comment je gère ça. Donc on fait des petites formations comme ça très courtes. Voilà, ça c'est le canal principal. Et puis on a un autre canal où on travaille avec les structures d'insertion comme Emmaüs Défi, etc. Où là en fait on a des équipes qui accompagnent vraiment dans la durée les personnes pour qu'elles prennent confiance. Parce qu'en fait, quand on est Lulu, qu'on va rendre les services chez le client, on est tout seul. Il faut avoir une certaine confiance en soi pour gérer la prestation de A à Z. Et ça, on les accompagne, on les coach pendant 3-6 mois. On fait vraiment du cas par cas. Et il faut savoir qu'au sein de Lulu dans ma rue, on a aussi des équipes de soutien et d'accompagnement social. Parce que 50% de nos Lulu sont des gens qui ont des difficultés. Ça peut être du surendettement, des difficultés de logement, donc on les aide là-dedans. Et aussi, une autre partie, on est sur des parcours professionnels. C'est-à-dire que moi, ma conviction, et je l'ai vécu pour avoir piloté une structure d'insertion pendant 10 ans, le recrutement sur CV, et surtout sur des métiers peu qualifiés, est quelque chose qui ne marche pas très très bien. Et finalement, on a beaucoup plus de chances de trouver un boulot quand on travaille déjà et qu'on rend des petits services. Et c'est ce qu'on essaye de faire. On met en contact avec le Carrefour Market du coin, avec Star Service. Et finalement, on a un taux de transformation vers du salariat qui est vraiment très intéressant. Bien, merci beaucoup. Je pense qu'on peut effectivement vous applaudir.